Chers amis, bonjour et quel bonheur de vous retrouver pour cette nouvelle revue de presse de 7 jours sur Terre en cette semaine du 9 septembre 2025. Déjà, on a plusieurs dossiers pour vous aujourd'hui. D'abord, j'aimerais qu'on se parle en fait d'un quelque chose qui a retenu beaucoup l'attention dans les derniers jours, cette parade militaire à laquelle Xi Jinping a convié ses amis Kim Jong-un et Vladimir Poutine, une parade militaire qui a été suivie bien sûr avec beaucoup d'attention dans l'Occident. En ce qui a trait aux armes qui étaient présentées, on veut bien sûr avoir une idée du niveau de progression de l'armée chinoise, l'armée de libération chinoise, tant en matière technologique, au niveau logistique, au niveau de quantité d'armement, au niveau qualitatif et quantitatif. Donc, à cet égard, beaucoup d'attention avait été octroyé à cette fameuse parade. Je crois que c'est un peu démesuré. On y reviendra dans un instant tout à l'heure par rapport aux fameuses implications là, de cette grande amitié stratégique entre la Russie, la Chine et la Corée du Nord, mais je crois que c'est un peu exagéré. Ensuite, on fait un détour rapide vers une histoire absolument spectaculaire qui nous avait été publiée par le New York Times. On y a dédié déjà une vidéo dans Chaque jour sur Terre. C'est une histoire qui nous raconte en fait une mission échouée de SEAL Team 6 sur la Corée du Nord. On y pensera très rapidement ici. Je veux surtout qu'on aille sur les réactions et un sommaire de cette histoire parce que j'assume, ou plutôt je présume qu'une certaine quantité, sinon la majorité d'entre vous, est déjà au courant de l'histoire et de la couverture qu'on en a fait sur Chaque jour sur Terre. Sinon, je vous y invite. C'est un dossier absolument incroyable. Ensuite, il sera question de ces frappes américaines sur le Venezuela. Certains d'entre vous en avaient bien sûr fait mention au cours des derniers jours dans les commentaires. On avait parlé dans la dernière revue de presse de l'imminence ou plutôt du potentiel de ces frappes sur le Venezuela, des implications, de la nécessité, de comment c'était justifié plutôt par l'administration américaine. Et encore une fois là-dessus, vous voyez, ça se développe vraiment comme un complément exceptionnel pour ce qui est de la couverture de ces revues de presse. On a aussi une vidéo entièrement dédiée sur Chaque jour sur Terre sur la question du Venezuela. Donc, je trouve qu'on a vraiment des beaux instruments qui se développent là-dessus pour suivre des dossiers en continu. Ensuite, au niveau du déplacement des Palestiniens, on commence à avoir du mouvement là-dessus. Même chose pour ce qui est de la Cisjordanie, des tentatives d'Israël d'annexer plus de territoire. Ensuite, des tours par la Corée et quelques autres pays qu'on va visiter, notamment ces histoires en Ukraine, quant aux drones qui commencent de plus en plus à être utilisés de manière créative. Et finalement, on fera un passage par le Brésil, la Russie. Alors, sans plus tarder, on commence avec le grand dossier du jour, ou plutôt ce qui a retenu l'attention internationale dans les derniers jours. J'aurais dit grand dossier. Je trouve pas que c'est un grand dossier, très personnellement, parce que, bon, on fait la lecture ensemble de cet article du Wall Street Journal. J'irai avec mes commentaires au fur et à la mesure et ensuite surtout. La Chine fait étalage de sa puissance militaire croissante et de ses liens de plus en plus étroits avec les adversaires de Washington, avec un défilé extravagant qui a présenté le dirigeant Xi Jinping comme le porte-étendard d'un nouvel ordre mondial. Le spectacle des forces armées à Pékin mercredi, marquant le 80e anniversaire de la victoire de la Chine dans la Seconde Guerre mondiale, a projeté la vision d'une grande puissance que Xi veut présenter au monde et un avertissement aux États-Unis et à l'Europe de ne pas la défier. La présence du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un et du président russe Vladimir Poutine, qui se sont rendus à la tribune d'observation et ont regardé le cortège de chaque côté du dirigeant chinois, a amplifié l'image anti-occidentale. Et c'était très volontaire, bien sûr. Alors que l'événement se déroulait, le président Trump a envoyé un message de félicitations virulent sur les réseaux sociaux. Message très curieux d'ailleurs. Il a souhaité à Xi et au peuple chinois une grande et durable journée de célébration avant d'ajouter « Veuillez transmettre mes plus chaleureuses salutations à Vladimir Poutine et à Kim Jong-un, alors que vous conspirez contre les États-Unis d'Amérique. » Xi Jinping est entouré de dirigeants de 26 pays, en fait, incluant l'Iran, alors qu'il supervisait le défilé d'armes chinoises de pointe et de milliers de soldats marchant en l'unisson devant la place. Le peuple chinois a largement contribué au salut de la civilisation humaine et à la préservation de la paix mondiale au prix d'immenses sacrifices nationaux, a déclaré Xi Jinping. Le discours de Xi a été suivi d'une démonstration de l'arsenal militaire en expansion sous son commandement, comprenant de nouveaux missiles hypersoniques à capacité nucléaire et des plateformes de combat sans pilote qui renforcent la capacité de la Chine à dissuader les États-Unis et à projeter sa puissance bien au-delà de ses frontières. Parmi les formations déployées figuraient des drones terrestres, navals et aériens, des missiles stratégiques et une force de combat cybernétique.
Pour le public chinois, l'objectif est de rallier la fierté nationale, de présenter le Parti communiste comme le gardien de la souveraineté de la Chine et de mettre en valeur l'armée dans laquelle Xi a tant investi, a déclaré Daniel Russell, un ancien fonctionnaire du département d'État américain. Alors que les droits de douane américains menacent de nombreuses économies en développement, Pékin s'est positionné sur la scène internationale comme une alternative à ce qu'il appelle l'hégémonie américaine, même si de nombreux dirigeants craignent également un ordre mondial dominé par Pékin. Le défilé, auquel ont assisté plusieurs dirigeants d'Asie du Sud-Est et d'Asie centrale, a montré l'influence croissante de la Chine dans la région. La capitale s'est parée pour l'événement de plus de 200 000 drapeaux et de massifs de fleurs spécialement conçus. Des gardes paramilitaires patrouillaient sur les ponts et les contrôles routiers stricts ont été imposés dans le cadre de mesures de sécurité renforcées. Alors, vous voyez un peu l'esprit de la chose. Vous avez cet énorme défilé militaire qui a été déployé pour honorer la victoire de la Chine dans la Deuxième Guerre mondiale, l'anniversaire de 80 ans. Soyons clairs, la Chine utilise différents types de prétextes pour ces parades et ces défilés. On a eu notamment l'anniversaire du Parti communiste. Vous allez avoir ici, il est question de l'anniversaire de la victoire de la Deuxième Guerre mondiale. Vous avez l'anniversaire de la Chine elle-même. Là-dessus, vous avez vraiment n'importe quel prétexte est valable pour organiser un événement de cette envergure. Pour ce qui est du Parti communiste chinois, là où on a une différence, c'est que c'est la première fois où on en fait vraiment un événement international de grande portée avec une intention diplomatique et géopolitique. Ici, au-delà de l'intention de juste envoyer un message aux États-Unis, d'envoyer un message qui peut être... On l'interprète cette fois orienté aux États-Unis parce que c'est bien sûr le principal adversaire de la Chine, mais il faut remarquer quand même que les défilés précédents étaient surtout orientés vers une audience domestique, vers l'audience chinoise. C'était une démonstration de force du Parti communiste de montrer à la population son autorité, son niveau de puissance, son niveau de contrôle et d'avancement en matière de sécurité, en matière militaire, en matière d'organisation. Tout ça, c'était un peu une démonstration de force pour l'audience chinoise. Là, on est en train vraiment de faire une transition vers une nouvelle dimension alors que l'intention de cette parade, de ce défilé, est plutôt de lancer un signal très fort à l'international comme quoi voici qu'est-ce que la Chine d'aujourd'hui. Et pour incarner, pour matérialiser ce message, on s'assure d'être bardé de tous les amis et collègues du régime chinois. On entend par là, bien sûr, oui, la Chine, oui, la Corée du Nord, mais vous l'avez vu plus tôt, quelques 26 pays étaient représentés par leurs dirigeants, par des hauts dignitaires à cette parade, incluant notamment l'Iran qui avait envoyé de souvenirs le président Massoud Pezeshkian qui s'était rendu en Chine pour honorer cette fameuse relation. Et donc aussi, soyons très clairs, c'est une forme de démonstration d'alignement. Quand on parle de géopolitique et du potentiel, de la symbolique derrière tout ça, c'est que la raison pour laquelle Beijing veut rassembler tous ses alliés dans un seul événement, c'est un peu comme un sommet des BRICS. C'est un peu comme une manière pour la Chine de montrer à tout le monde l'inventaire de ses alliés et de ses partenaires en matière de sécurité, en matière stratégique. Maintenant, permettez-moi d'ajouter un peu de nuance là-dessus, parce que c'est très facile pour la Chine de s'afficher comme ça et de faire de la gesticulation politique avec les autres leaders à travers le monde qui ont en fait, pour seule chose en commun, la détestation de cette hégémonie américaine et on veut donc présenter Beijing comme une alternative. En dehors de cette commonalité où tout le monde est écœuré des Américains. Il n'y a vraiment pas grand-chose qui est partagé entre eux. Je le dis toujours, pour ce qui est de la Chine et de la Russie, j'en suis à peu près un des seuls sur mon île et je ne comprends pas pourquoi ce discours n'est pas plus répandu. C'est un peu une démonstration du sensationnalisme et de Ouais, le terme est bon. Le sensationnalisme qui règne en géopolitique de manière générale, lorsqu'il est question de l'analyse puis de la présentation de contenu, on a tendance à vouloir chercher le wow, le attention, c'est spectaculaire et énorme et toujours d'envergure inédite et historique. Alors là, vous avez la Chine et la Russie qui se lancent dans une relation qu'on pourrait plutôt attribuer à une détente qu'à une alliance stratégique parce que vous avez toujours eu de la tension entre les deux et là, on accepte de mettre ça de côté pour une période, en étant conscient qu'il y a encore des enjeux et des frictions, tout simplement parce qu'on a une rivalité commune avec Washington. On appellerait ça une détente. Et vous avez ces analystes qui sautent au rideau pour nous parler d'une alliance stratégique et d'un bloc sino-russe qui a été formé et qui est maintenant dur comme béton. C'est loin d'être le cas. Et c'est justement, en fait, pourquoi la Chine tient autant à ce que ce genre d'événement soit publicisé. Elle veut qu'on y croie.
Elle veut qu'on y croie quand elle nous dit qu'elle a des alliés partout à travers le monde qui sont prêts à l'appuyer dans son agenda et à aider la Chine dans l'éventualité de difficultés, que ce soit vis-à-vis des États-Unis ou tout simplement vis-à-vis un autre adversaire ou rival régional, alors qu'au fond, encore une fois, il y a très peu qui unit ces pays. On se parlait de la Russie et de la Chine, c'en est un très bon exemple. On pourrait y aller additionnellement, très récemment, avec la Corée du Nord, qui a déployé de ses propres soldats en Ukraine pour venir en appui à la Russie. C'est le genre de choses qui seraient normalement, qui inquiéteraient les Chinois. Parce que l'alignement de la Corée du Nord avec la Chine, c'est un acquis historique. Là, on voit des troupes de Corée du Nord qui vont être déployées en Ukraine pour aider la Russie, et en échange, on a des concessions de la Russie qui sont offertes à la Corée du Nord. Pourquoi? Parce qu'on veut s'en rapprocher, parce qu'on veut en extraire quelque chose, et on est nécessairement en train de jouer dans l'étal de la Chine, de la même manière que la Chine joue directement dans le terrain de jeu de la Russie en Asie centrale, en Europe de l'Est. Donc là-dessus, l'amitié entre les deux est loin d'être aussi béton qu'on l'imagine. On veut plutôt faire de la gesticulation, et on est donc content, croyez-moi, que ce genre d'événement soit repris partout à travers le monde. Et qu'on le présente justement comme cette espèce de grand bloc qui se développe contre l'Occident, et les États-Unis sont sur la défensive, et il y a une forme d'alliance internationale qui se développe contre eux. Il y a certes une amitié, et encore je suis généreux, on devrait dire un partenariat avec un objectif commun très spécifique. Maintenant, on a vu très récemment notamment l'amitié entre l'Iran et la Chine, alors que la Chine a refusé de venir en aide directement à l'Iran dans le conflit de 12 jours contre Israël. La Chine privilégie ses propres intérêts. Et si vous voyez aujourd'hui autant de pays se rendre en Chine et jouer le jeu, si on veut, dans cette pièce de théâtre, c'est qu'on veut surtout rester dans les bonnes grâces de Beijing, moins qu'on veut être nécessairement interprété comme un de ses alliés. Alors là-dessus, moi, je vous demande très sincèrement de prendre tout ça avec un grain de sel, parce que en écouter les grands médias actuellement, cette parade, c'est un peu une démonstration, c'est un moment pivot dans l'histoire de l'humanité, alors que les grandes puissances anti-États-Unis se sont tous ralliés sous le même parapluie diplomatique. Ce n'est pas le cas. Il est question d'un événement comme ça qu'on observe depuis quelques années. La seule différence, c'est qu'on a invité des amis à l'international pour une vertu de gesticulation politique. Alors, s'il vous plaît, prenons tout ça avec un grain de sel. On continue. Parlant de la Corée du Nord, parce que là, on a une histoire absolument spectaculaire. Je le mentionnais tout à l'heure, on en a parlé beaucoup sur Chaque jour sur Terre. En fait, on a fait la lecture complète d'un article ici qu'on a devant nous du New York Times, ce que je ne ferai pas aujourd'hui parce que c'est un article qui est très long et surtout parce que, bon, comme je vous le dis, ce serait redondant. Il est déjà disponible actuellement sur Chaque jour sur Terre et sur le New York Times. Ce que je veux qu'on fasse aujourd'hui, c'est plutôt d'abord un sommaire, résumé de ce qui est décrit dans tout ça, les impacts et les réactions qui s'en suivent. Donc, on se parlait la semaine dernière. Juste avant de quitter, c'est un article qui est sorti vendredi. Donc, on s'est dit, mon Dieu, c'est spectaculaire. On va faire quelque chose là-dessus avant de partir, puis on y reviendra durant la revue de presse. En 2019, en fait, le New York Times nous rapporte aujourd'hui qu'en 2019, Donald Trump a ordonné à une équipe de SEAL Team 6, donc l'équipe de force spéciale la plus avancée des Marines américains, d'être déployée en Corée du Nord pour une mission extrêmement sensible et secrète. L'intention ici, c'était, dans le cadre des négociations nucléaires avec la Corée du Nord, d'aller installer un appareil de surveillance et d'espionnage pour écouter, extraire les communications de Kim Jong-un. Un appareil qui apparemment serait extrêmement efficace et puissant et qui aurait été proposé par les services de renseignement américains à Donald Trump, alors que justement on était dans ces négociations. Un des grands problèmes qu'on nous explique dans l'article des services de renseignement américains, c'est l'incapacité de mobiliser, de recruter des ressources à l'intérieur de la Corée du Nord. Bien sûr, c'est un pays très fermé. Un agent secret, un agent double serait rapidement découvert, ou du moins on le présume, et le processus de recrutement est excessivement difficile. On sort parfois de la Corée du Nord lorsqu'on est très déterminé, chanceux et qu'on a des circonstances exceptionnelles, mais on y entre très difficilement sans l'accord explicite du gouvernement. Alors, dans cette optique, les États-Unis cherchaient un moyen
d'avoir une longueur d'avance dans les négociations nucléaires, alors qu'on essayait de comprendre un peu quelles étaient les intentions de Kim Jong-un et de son régime, de ses proches. Est-ce qu'il était sérieux? Est-ce qu'on voulait une concession? Qu'est-ce qu'on serait prêt à accepter? Là-dessus, déjà, je trouve que c'est très fertile et extrêmement riche de savoir ça. C'est tous des trucs qu'on savait déjà, mais qui nous sont confirmés par cet article, et c'est pourquoi je trouve que c'est géopolitiquement extrêmement fertile. On nous dit déjà, les États-Unis, dans le cadre d'une négociation, quelques éléments. On a de la difficulté à recruter. Ça représente un problème. Normalement, ce que ça nous dit, c'est qu'on se fierait à des sources à l'interne. On essaie toujours, lorsqu'on est dans une négociation, qu'elle soit de nature sécuritaire, commerciale ou peu importe, de connaître ce qui se passe de l'autre côté, derrière les rideaux. Ça, c'est un élément que je trouve fascinant, de voir que activement, de manière proactive, les services de renseignement, voyant qu'ils n'ont pas d'informations, proposent au président une solution en conséquence de cet état de fait. De dire, on a peut-être une idée pour vous aider là-dedans. Au lieu de dire, on va négocier juste sans cette information-là, on va négocier de bonne foi, sans information privilégiée, on y va plutôt immédiatement vers des options qui nous permettraient de combler ce déficit, cet avantage qu'on n'a pas actuellement. Donc déjà là-dessus, je trouve que c'est spectaculaire. On avait ces histoires comme quoi les États-Unis espionnaient, par exemple, le téléphone d'Angela Merkel sous l'administration Obama. C'était une histoire qui avait fait grand bruit à l'époque. Obama avait été forcé de s'excuser, de nier, de dire que tout ça était probablement une erreur, etc. Mais les Allemands étaient très frustrés parce que c'était encore une fois, dans le cadre de négociations, on avait découvert que les États-Unis espionnaient pour avoir un avantage. Donc là-dessus, premier point, les services de renseignement proposent à Donald Trump, vous savez, si ça vous dit, on aurait peut-être une idée qui nous permettrait. On a cet appareil spectaculairement puissant qu'on peut installer directement, ou en fait qui doit être installé directement en Corée du Nord sur le continent lui-même. Ça peut pas être en amont, ça peut pas être en amont, ça peut pas être sur un avion qui survole, ça peut pas être sur un bateau au large. On va souvent utiliser des méthodes comme ça. On nous dit qu'il faut vraiment être sur le sol. Alors, on doit déployer une équipe. Cette équipe serait SEAL Team 6, l'équipe la plus qualifiée, la plus avancée, la plus sophistiquée. Et c'est une mission quand même extrêmement risquée. On calculait déjà à ce moment que dans l'éventualité où on se faisait prendre la main dans le sac, ça déclencherait probablement une réaction très hostile, très agressive de la part de la Corée du Nord qui percevrait un groupe de SEAL Team 6 américains, d'équipes de forces spéciales qui débarquent sur ses côtes comme étant une forme d'invasion. Et avec raison, c'est un acte de guerre, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc, on a quand même soumis les pour et les contre et Trump a choisi de donner le feu vert. On s'est entraîné pendant des mois, chaque jour, chaque geste, chaque élément de la chaîne de logistique pour s'assurer que tout se passe bien. Et le jour J, Trump a donné le feu vert à partir d'un coup de téléphone. Le sous-marin, en fait, qui amenait les SEALs vers la Corée du Nord était déjà en mer. Lorsque le feu vert a été donné, le sous-marin a été submergé, s'est ensuite rendu plus près des côtes nord-coréennes et environ à 100 km de distance, nous dit-on. 2 petits sous-marins se sont détachés, des petits sous-marins, en fait des mini-subs qui sont utilisés pour déployer des SEALs. Vous avez des images à l'écran en ce moment. Ce sont des petits sous-marins qui sont très furtifs et qui permettent d'approcher directement la côte. Ensuite, à quelques centaines de mètres de la côte, les SEALs sont tout simplement, ont débarqué du sous-marin, sont remontés à la surface et ont nagé jusqu'à la côte. Là où s'est produit un problème, c'est en arrivant avec les 2 sous-marins. On avait planifié les 2, en arrivant à la côte, de les retourner de côté pour avoir le nez vers la mer, pour que, au moment de l'extraction, il serait très facile de juste réintégrer le sous-marin, partir dans l'autre direction. Malheureusement, en arrivant, ce qui s'est produit, ce qui est décrit ici dans cet article, c'est qu'un des 2 sous-marins est arrivé du mauvais côté. Et donc, dans la manœuvre à essayer de le retourner, notamment, ça a créé beaucoup de lumière, ça a créé ça a créé une traînée de poudre, une traînée de bulles, qu'on a vu à la surface. Et cette traînée aurait attiré l'attention d'un vaisseau nord-coréen qui n'était pas vu jusqu'à ce moment précis. Normalement, les SEALs utilisent tout un ensemble de données, d'informations qui proviennent de satellites, de drones, des informations qui sont en temps réel, en direct et qui auraient permis de connaître la présence d'un navire nord-coréen tout juste à côté de leur lieu d'infiltration.
Mais on n'avait pas ce genre d'informations, naturellement, parce que s'il y avait des drones, des satellites qui faisaient de l'espionnage et de la communication avec le sous-marin, il aurait probablement été découvert de par ces communications. Donc, on était dans un silence radio. On s'est rendu compte à dernière seconde, une fois à la surface, qu'il y avait un navire nord-coréen. On nous dit que des lampes torches ont été pointées depuis le navire vers les sous-marins. Et donc, les SEALs ont cru qu'ils étaient compromis. Des SEALs qui étaient déjà sur la plage en Corée du Nord ont vu la scène, visé, tiré. Et dans la scène, on aurait fait de 2 à 3 morts sur le navire coréen. En fait, tout le monde qui était sur le navire. Une fois les tirs sont partis, les SEALs ont nagé jusqu'au navire, ont constaté que personne à bord du navire était armé, que c'était un navire civil, que tout le monde était mort, et donc on a décidé de cacher les corps en perçant les poumons pour les cacher au fond de la mer. Les SEALs sont ensuite repartis immédiatement dans leur sous-marin, quittés vers les États-Unis, et on dit avoir observé dans les minutes qui ont suivi de l'activité, une recrudescence d'activité à l'endroit où il y a eu les tirs et le décès des civils nord-coréens. Donc cette histoire, vous le comprendrez, a fait beaucoup de bruit dans les derniers jours pour un certain nombre de raisons. 1. La décision du New York Times de publier cette histoire en tant que telle est une décision relativement controversée. Normalement, les journaux américains sont soumis à un secret de défense extrêmement serré. Ils doivent faire approuver par carrément des unités médias au Pentagone qui sont spécialisées là-dedans, de s'assurer que ça ne compromet absolument aucun secret opérationnel. Des opérations actuellement en cours ou encore des éléments qui pourraient être dévoilés par l'article qui compromettraient la capacité des forces armées américaines à mener d'autres opérations utilisant ces tactiques en question. Si, par exemple, on nous raconte l'utilisation des mini-sous-marins et que ce serait quelque chose qui n'est pas connu des autres encore, on essaierait de tuer cette partie de l'information. Donc, ce qu'on a de public actuellement, en théorie, ce serait approuvé par le Pentagone. En théorie, ce qui nous a été remis, il est illégal, criminel aux États-Unis de publier quelque chose en dehors de ce cycle d'approbation, de pré-approbation par le Pentagone. Donc, j'ai de la difficulté à croire que tout ça n'a pas été approuvé d'avance. Là où on devient un peu plus, disons, c'est plus embarrassant, c'est pour les relations avec la Corée du Nord, notamment. Parce qu'on sait, bien sûr, que Donald Trump a eu une relation en haut et en bas, disons une relation en dents de scie avec Kim Jong-un à travers les années. On l'a vu traiter de Monsieur Rocketman, puis avoir ses grands sommets au Vietnam, puis à Singapour. On a vu Donald Trump traverser la frontière pour se rendre en Corée du Nord. C'était une première pour un président américain. Donc, une relation qui a tendance à avoir tant des grands points positifs, des grands hauts et des grands bas très creux. Alors, dans l'éventualité, justement, où cet article serait découvert, ou plutôt sera découvert par les Nord-Coréens, parce qu'on pense bien évidemment qu'ils vont être au courant de la publication de cet article, ça devient extrêmement embarrassant pour les États-Unis eux-mêmes. Alors que Trump, justement, essayait d'entretenir une relation relativement productive avec Kim Jong-un, on apprend que dans son dos, il espionnait sur lui, qu'il envoyait SEAL Team 6 pour installer des équipements avancés et qu'on tue des civils nord-coréens. Tout ça à l'insu de la Corée du Nord en passant. Cet article, c'est un peu pourquoi on nous dit qu'il est quelque peu problématique, c'est que la Corée du Nord n'a pas été informée. La Corée du Nord découvre tout ça en même temps que tout le monde à travers le New York Times, ou du moins on le présume. Est-ce qu'il y a eu peut-être, c'est le genre de choses qu'on voit parfois, peut-être une communication par le New York Times qui a été remise soit au Pentagone ou au département d'État, les informant que l'article était sous publication imminente et donc qu'il était le moment d'informer les clients concernés. On aurait donc possiblement informé la Corée du Nord de la publication imminente et de l'essentiel des informations qu'on y trouvait. Est-ce que c'est quelque chose qui a été fait? Est-ce que la Corée du Nord l'a découvert à travers les médias? En ce moment, on ne le sait pas vraiment. Tout ce qu'on a, c'est la réaction de Donald Trump qui elle-même laisse un peu un point d'interrogation sur tout ça. Alors que Trump, lorsque questionné, il faut le dire, bon,
il a été questionné dans un autre contexte. Alors qu'on était sur une autre conférence de presse, sur un autre sujet dans le bureau ovale, on lui a posé la question alors que l'article venait juste d'être publié. Donc, est-ce qu'il était seulement au courant de la publication de l'article? Est-ce qu'il était au courant des faits qui venaient d'être dévoilés? Mais Trump affirme ne rien savoir sur la mission ratée de SEAL Team 6 qu'il a lui-même autorisée. Le président Trump a déclaré vendredi qu'il ne savait rien de ce que le New York Times a rapporté comme étant une mission classifiée de 2019 de SEAL Team 6 en Corée du Nord, au cours de laquelle des civils nord-coréens non armés ont été tués lors d'une opération avortée. Le Pentagone et le commandement des opérations spéciales ont refusé de commenter auprès d'ABC News le rapport du New York Times. ABC News n'a pas confirmé. S'adressant aux journalistes depuis le bureau ovale, un journaliste a demandé à Trump « Pouvez-vous confirmer que ça s'est produit? » « Je n'en sais rien. C'est la première fois que je l'entends, » a-t-il répondu. Donc, s'en tenant à la réponse de Trump, j'ai l'impression que oui, ça a eu lieu, mais Trump, de son premier réflexe, était de ne pas commenter puisqu'il ne savait pas ce qui avait été dévoilé. Parce que, comme je vous le dis, dans le contexte dans lequel on a posé la question, c'est dans le bureau ovale. Êtes-vous au courant, là? Est-ce que telle chose, ça s'est vraiment passé? Il est typique des journalistes d'essayer de tirer les vers du nez là, d'un politicien comme ça en lui suggérant qu'ils sont au courant de quelque chose qu'ils ne sont pas ou en lui faisant confirmer des informations qui sont incertaines, en le prenant comme ça de court. Trump a bien réagi en disant « Je ne sais pas ce que vous parlez, je n'ai pas vu l'article, je ne peux pas vraiment commenter tout ça, je n'en sais rien, c'est la première fois que je l'entends. » Maintenant, cet article nous cite 2 douzaines de personnes. Donc, au-dessus d'une vingtaine de sources, dont des responsables civils du gouvernement, des membres de la première administration Trump, des militaires actuels, anciens militaires ayant connaissance de la mission, qui ont accepté de parler au New York Times de manière anonyme. Donc là-dessus, on peut prendre, je sais que certains d'entre vous avaient une opposition idéologique, honnêtement, un peu embarrassante, là, à prendre l'information qui vient d'un journal adverse de votre équipe. Et oui, le New York Times a sorti des informations embarrassantes et parfois peu concluantes ou parfois mal recherchées sur des histoires pour des motivations idéologiques, mais ne faites pas la même chose en disqualifiant tout ce qui vient d'un journal rival parce que ça vient d'un journal rival et que vous êtes pro-Trump et que le New York Times a déjà été contre Trump. Ma job devient impossible. Si c'est ça que vous voulez faire, sortez d'ici, ma job devient impossible. Ça veut dire que systématiquement, il va falloir que je prenne... Là, si je prends Al Jazeera, ça va être pro-Palestine. Si je prends le Times of Israel, c'est pour ça qu'on diversifie les sources. Tous les journaux ont leurs limites. Maintenant, lorsqu'un article qui est bien cité, qui est rempli d'informations et qui est très bien détaillé, on se doit de donner le bénéfice du doute jusqu'à temps qu'on ait un démenti très clair. Alors là-dessus, on attend toujours une réaction officielle de la Maison-Blanche qui prend acte de la publication de cet article et qui reconnaît l'essentiel des faits. Même chose pour ce qui est de la Corée du Nord. Toujours pas de réaction officielle. On n'a toujours aucune idée de comment ça a été reçu, est-ce que ça a été reçu. Mais la publication de cet article, déjà, doit être défendue par le New York Times, qui est critiqué tant sur la droite que sur la gauche, surtout sur la droite, vous le comprendrez, des proches de Donald Trump, quant à la nécessité et à la bienveillance de publier un article de la sorte, nous disant ça pourrait mettre en jeu d'abord la vie de Marines, de SEALs, en exposant leurs méthodes, leurs tactiques, et ça pourrait encore plus nuire aux relations, aux intérêts supérieurs des États-Unis dans la région Pacifique, aux relations avec la Corée du Nord et plus largement à la sécurité dans la région. Donc là-dessus, le New York Times est vraiment pris entre l'arbre et l'écorce, entre de l'information qu'on dit publique, qu'on dit extrêmement fiable, et d'un autre côté, une information qui doit être d'intérêt public pour être publiée, sans quoi, effectivement, ça nuit probablement aux opérations militaires et à l'intérêt supérieur des États-Unis. Donc, vous voyez là-dessus aussi le rôle d'un grand média qui n'est pas toujours très simple vis-à-vis quelle est sa responsabilité envers l'audience, quelle est sa responsabilité envers le pays lui-même, envers ses sources. Il y a vraiment là-dessus un équilibre à dresser et je trouve, jusqu'ici, le New York Times a bien joué ses cartes. On n'a pas exposé les tactiques des SEALs, rien qui n'était pas connu. La seule chose qu'on a relevée ici, c'était et c'est un des angles qui est exploité par l'article et je trouve qu'il est fantastique et qui est tout à fait valide, c'est de dire, vous savez, si on ne parle pas des échecs des SEALs et qu'on fait seulement relever leurs victoires et leurs coups mythiques et légendaires qui réussissent une fois sur 4, on crée une photo irréaliste, un paysage irréaliste de à quoi on devrait s'attendre des SEALs.
Et donc, ça invite les présidents, ça invite le public, ça invite les institutions américaines à peut-être se fier un peu trop là-dessus et à leur donner des missions parfois un peu trop audacieuses, ce qu'on nous dit la tribu des SEALs, qui ont tendance à créer des missions un peu exagérées, un peu trop risquées, qui prennent acquis que tout va bien se passer. Alors là-dessus, le New York Times, je crois, s'inscrit dans l'intérêt public à partir du moment où on ouvre un débat plus large. Et il faut le dire, c'est une question qui date de 2019. Donc, depuis quand est-ce qu'on a cette information? Est-ce qu'on a accepté d'attendre? Est-ce qu'on a attendu la fin du premier mandat? Est-ce qu'on a attendu la fin des négociations? Il est possible, en passant, que tout ça ait été négocié directement avec l'administration Trump. C'est loin d'être impossible. Typiquement, on le mentionnait tout à l'heure, dans le processus d'approbation, préapprobation des journaux, des articles, on va établir un échéancier de publication aussi. De dire, ben voilà, on a ce morceau gigantesque qu'on est prêt à livrer, ça va faire très mal, on s'attend à le publier au cours des 2 prochaines semaines. Il peut arriver qu'une administration exprimerait une réticence et dirait, on sait qu'on ne peut pas vous empêcher de le publier, mais attendez au moins 1 mois. Ça va nous permettre de faire X, Y, Z pour attacher les ficelles avant que vous sortiez ça, parce que oui, ça va causer des ramifications. Les journaux américains sont connus pour obtempérer lorsqu'on leur demande. C'est tout simplement une question de protection des relations. Mettez-vous à la place d'un éditeur qui travaille avec ses sources, qui travaille avec ses organisations. Tu peux pas avoir le Pentagone, puis la CIA, puis le département d'État à dos. Tu as besoin d'avoir des relations avec tout ce monde. Donc, là-dessus, cet article du New York Times par rapport à cette mission des SEALs, ça fera certainement grand bruit au cours des prochains jours, alors qu'on essaiera de comprendre ce qui est vrai, ce qui ne l'est pas, ce qui est documenté, ce qui est nié par l'administration et ce qui est reconnu. Ensuite, l'impact sur les relations, bien sûr, avec la Corée du Nord et tous les autres, advenant une découverte de tactiques systématiques. On continue. Cette fois, on se déplace toujours en fait avec l'administration Trump, mais avec le Venezuela. Alors que la semaine dernière, on se parlait du déploiement de forces américaines au large du Venezuela. À ce moment, il y avait un sous-marin, quelques destroyers, frégates. On parlait donc d'un déploiement qui était démesuré pour le prétexte présenté par les Américains. On nous disait, on se prépare tout simplement à des frappes contre les narcotrafiquants issus du Venezuela, de Colombie et de la région plus largement. On accuse le Venezuela, plus spécifiquement Nicolas Maduro, d'être responsable, directement affilié au trafic de drogue et de cocaïne vers les États-Unis. Et là-dessus, on a un certain nombre de preuves quand même, pas pour Maduro directement, mais de ses proches, de ses fils, de sa famille qui seraient impliqués directement dans le trafic de drogue vers les États-Unis à coût de centaines de millions, sinon de milliards de dollars. Donc, si Maduro directement, personnellement, n'est pas encore impliqué par des preuves claires, il semble que son régime, effectivement, collabore avec les narcotrafiquants et a une relation de travail avec eux pour faciliter les exportations et peut-être même un système où on a une cote. Alors, l'administration Trump disait depuis un moment, c'en est assez, on va intervenir pour contenir l'influence du Venezuela, contenir ses exportations de drogue vers les États-Unis, et ça prendra différents moyens. Maintenant, le Venezuela avait reçu ce déploiement en toute urgence, et c'est ce qu'on décrivait la semaine dernière, alors qu'on trouvait que le déploiement était complètement démesuré. Vous aviez plusieurs navires avec des centaines de missiles Tomahawk, et maintenant on vient d'ajouter 10 F-35 déployés à Porto Rico spécifiquement pour des frappes potentielles contre le Venezuela. C'est un déploiement complètement démesuré qui ressemble plutôt à au début d'une opération militaire sur le Venezuela lui-même et non contre les narcotrafiquants. Et c'est pourquoi le Venezuela a reçu tout ça avec urgence, en mobilisant des millions de miliciens à travers le pays, en faisant une interdiction sur l'entièreté de l'espace aérien pour contrôler les drones qu'ils survolent et en déployant des soldats avec la frontière sur la Colombie, quelques 15 000 soldats, nous dit-on, pour mettre fin, justement, pour collaborer dans le fond, pour répondre aux exigences américaines, nous dit-on, pour bloquer le trafic avec la Colombie, le trafic des trafiquants. L'administration Trump, maintenant, qui passe à l'action alors qu'on apprend que la frappe sur le bateau vénézuélien à laquelle on vient d'assister la semaine dernière marque le début d'une campagne contre les cartels vénézuéliens. Le secrétaire à la Défense et le président Trump ont déclaré qu'un petit bateau transportait de la drogue, mais on fournit peu de preuves et peu de détails. En fait, on a frappé déjà un bateau vénézuélien, un bateau rapide avec 4 moteurs qu'on disait, en passant, ces informations sont vraiment
partielle pour le moment. Tout ce qu'on a, c'est la déclaration de Donald Trump qui nous disait un navire transportant des narcotrafiquants avec 11 personnes. Les images qui ont été fournies par le Pentagone ne permettent pas du tout de voir 11 personnes. On a l'air peut-être de 3 personnes au plus. Donc là-dessus, il n'est pas clair de savoir exactement de quoi il est question. Où étaient ces 11 personnes? Est-ce qu'il est question d'une frappe, 2 frappes? Est-ce que ce qu'on a fourni à la caméra, les images qu'on nous a fournies, c'est l'entièreté de ce qu'on a, de ce dont on dispose? Difficile de savoir pour le moment. Mais on nous dit donc qu'on a frappé un premier bateau issu du Venezuela qui ferait le trafic de drogue avec 11 personnes à son bord et qu'on avait l'intention d'en frapper d'autres, que c'était seulement le début d'une campagne beaucoup plus large d'interdiction de trafic de drogue. La marine américaine intercepte et aborde depuis longtemps les navires soupçonnés de trafic de drogue dans les eaux internationales, généralement avec un officier des gardes-côtes temporairement chargé d'invoquer l'autorité des forces de l'ordre. L'attaque directe de mardi dans les Caraïbes marque une rupture marquée avec cette approche en vigueur depuis des décennies. Et en fait, c'est tout à fait vrai. Là-dessus, moi, c'est ce qui m'embête un peu avec ces fameuses frappes contre le Venezuela. Soyons très clairs, les États-Unis ne sont pas en guerre avec le Venezuela. En théorie, on a une marge de manœuvre légale très limitée pour assassiner en eau internationale des civils qui n'ont pas été interpellés de quelque manière que ce soit. Ce que je veux dire par là, c'est que la loi maritime, la loi internationale, commande et exige qu'il y ait des avertissements qui soient donnés avant de couler un navire, qu'il y ait des coups de semonce qui soient envoyés, qu'on fasse le nécessaire pour ramener les gens à bord du navire à se rendre et à remettre le contrôle du navire plutôt qu'à avoir besoin de le couler et à l'envoyer par le fond et à causer des décès inutiles. Là-dessus, ce qu'on voit comme scène, c'est les Américains qui ont observé depuis les airs un navire qu'on dit avoir identifié de notre propre ressort, sans aucune collaboration avec le Venezuela. Là. On l'a vu, on a déterminé que c'était une cible légitime et on l'a frappé sans avertissement. Ça crée un précédent extrêmement douteux et c'est loin d'être honorant pour les forces armées américaines. Parce qu'on ne doute personne ici que les forces armées américaines auraient été en mesure de déployer d'autres moyens pour intercepter ce navire sans nécessairement en venir à la confrontation. La preuve, c'est qu'on le fait sur une base quotidienne pour faire l'interdiction des narcotrafiquants qui arrivent sur les côtes du Texas, sur les côtes de la Floride, sur les côtes de la Californie, qui arrivent un peu partout. Les Américains sont habitués à ce genre d'opération. On l'identifie, on le suit, on le voit arriver, c'est pas un danger, il va débarquer à quelque part. S'ils sont armés, je pense qu'on peut comprendre que l'armée américaine a une supériorité militaire en termes quantitatifs et qualitatifs sur 11 narcotrafiquants. Donc, c'est ce que je veux dire par légalement, c'est très limite. Ça pourrait constituer un crime de guerre. Ça pourrait constituer un écart sur les lois de la guerre et les lois maritimes. Donc là-dessus, je trouve qu'il faut faire attention à tout ça. Trump, naturellement, essaie de justifier tout ça en disant, on est en guerre peut-être pas contre le Venezuela, mais contre les narcotrafiquants. On se souvient, les justifications légales qui ont été invoquées par l'administration Trump, en l'occurrence, on nous parlait de groupes terroristes, comme quoi ces narcotrafiquants sont en fait des organisations terroristes et donc, de par vertu de ce fait, les États-Unis ont l'autorisation de frapper sans avertissement, de la même manière qu'on le ferait pour Al-Qaïda, de la même manière qu'on le ferait pour l'État islamique ou Al-Shabaab. Alors, vous comprenez un peu comment tout ça s'en va dans une drôle de direction, où les États-Unis se donnent le droit de donner une désignation de groupe terroriste et ensuite de frapper sans l'autorisation du Congrès. Le Congrès, normalement, il y a aussi un enjeu constitutionnel là-dessus, devrait autoriser toute forme d'action militaire par le président. Le déploiement des forces armées américaines ne devrait pas être une prérogative de l'exécutif seulement. Ça ne l'a jamais été et c'est constitutionnellement organisé pour ne pas que ça le devienne, à moins de temps d'urgence et d'exception totale. Et c'est ce que tente de justifier Donald Trump, d'invoquer Donald Trump. Comme quoi, là, vous savez, on a un conflit ouvert avec le Venezuela. Le Venezuela n'a pas tiré sur aucun Américain. Il n'y a pas de conflit ouvert avec le Venezuela. En fait, c'est possiblement ce qu'on espère qu'il se produise avec ce genre d'altercation non justifiée,
on espère qu'il y ait une réponse de la part du Venezuela et qu'on ose viser un navire américain, qu'on ose viser un drone, qu'on ose abattre un aéronef. On ne parlera pas de drone si c'est un drone, croyez-moi, on va dire un aéronef américain. On va garder le flou pour exagérer la dimension de tout ça toujours. Donc, l'armée américaine est toujours, au moment où on se parle, aux portes du Venezuela, et au moment où on se parle, il est encore impossible de savoir de quoi il est question. Pourquoi on est là et quelle est l'intention réelle du gouvernement américain. Du côté du Venezuela, on a fait descendre un peu la tension au cours des derniers jours, alors qu'on nous parlait d'affrontement, on est prêt à tout pour affronter les États-Unis et on va se mobiliser et pas un pouce qu'on va leur donner. Ben là, on est plutôt en train de dire qu'il n'y a pas une justification au monde qui serait suffisante pour justifier un conflit avec les États-Unis. Qu'il n'y a pas une raison là, de friction entre les États-Unis et le Venezuela. Il n'y a rien qui se qualifierait à un conflit militaire, qui serait suffisant pour ça. Donc, le Venezuela semble vouloir une détente de la situation. Est-ce que c'est parce que, justement, cette frappe a fait monter la tension et on est conscient que maintenant, il y a un réel potentiel de frappe sur le territoire du Venezuela? C'est un peu ce qu'on identifie aussi comme tendance. À partir du moment où on frappe des navires, là, on nous dit on est en eau internationale. OK. À partir du moment où on frappe dans le territoire du Venezuela, les conditions changent. En eau internationale, la latitude est un peu plus grande parce que c'est pas considéré comme une agression contre le Venezuela lui-même. S'il fallait que ça change et qu'on se mette à frapper à l'intérieur des eaux territoriales ou même de la zone économique exclusive, on aurait probablement une réaction bien différente de la part du Venezuela et de ses amis, incluant la Chine et la Russie. Alors, à suivre au cours des prochains jours. Prochain dossier, on s'est parlé beaucoup de la possibilité de déplacer les Palestiniens au cours des dernières semaines, des derniers mois. La revue de presse, c'est un plan qui a été bien sûr proposé d'abord par l'administration Trump. C'était bien sûr un objectif un peu informel du gouvernement israélien qu'on n'osait jamais déclarer ouvertement, mais bien sûr qu'on aurait bien aimé se débarrasser de tous les Palestiniens et juste les envoyer ailleurs, reprendre un contrôle effectif sur la bande de Gaza. Absolument, c'est un rêve stratégique. Mais ça a été proposé d'abord par Donald Trump en nous parlant de Gaza-Lago et de la construction d'un énorme resort et d'une zone économique et blablabla. On a laissé tout ça de côté pendant un moment. La semaine dernière, on se mentionnait avec beaucoup d'humour le plan qui avait été présenté par Donald Trump pour ce fameux Gaza-Lago qui, on croyait, sorti entièrement du calcul et de l'équation, mais apparemment, c'est toujours l'intention américaine, c'est toujours ce qu'on met sur la table. On est arrivé avec un grand plan détaillé, comme quoi les Palestiniens se verraient expulsés vers d'autres pays tiers, incluant potentiellement la Libye, incluant potentiellement le Somaliland, un pays qui n'existe toujours pas, on reviendra dans un instant, et même potentiellement vers l'Arabie saoudite. Donc, un déplacement de tout ce beau monde qui pourrait éventuellement revenir avec des tokens numériques échangeables contre des appartements dans des villes intelligentes et propulsées par l'intelligence artificielle. Et tout ce beau monde pourrait travailler dans des usines de véhicules électriques. C'était une belle brochure, et c'est pourquoi on en riait beaucoup la semaine dernière, mais s'avère-t-il en fait que les États-Unis travaillent le plus sérieusement du monde à l'expulsion des Palestiniens au moment où on se parle. On a un article de Al Jazeera qui paraît cette semaine nous mentionnant que les États-Unis travaillent actuellement un énorme quid pro quo avec le Somaliland. Le Somaliland, pour faire un résumé très rapide, je ne veux pas me lancer trop longtemps là-dessus, mais vous avez eu la guerre civile en Somalie en 1991 qui a mené en fait à une déclaration d'indépendance. C'était motivé par cette déclaration d'indépendance notamment, où on a fait la sécession du reste de la Somalie et créé un quasi-État qu'on appelle le Somaliland. Le Somaliland opère comme un État presque à part entière depuis 1991, avec son gouvernement, avec ses propres institutions, etc. Le problème, c'est qu'il n'est reconnu par personne, incluant par les États-Unis, ou à peu près virtuellement personne. Les États-Unis ont toujours refusé de reconnaître le Somaliland parce que, d'abord, on trouve que ça établirait un drôle de précédent de pouvoir comme ça se faire une guerre civile, se créer un pays, puis se faire reconnaître par les États-Unis. Les États-Unis ne se sentaient pas trop à l'aise là-dedans. Additionnellement, on voyait peut-être que ça pourrait inspirer d'autres mouvements dans la région, par exemple au Biafra ou encore avec le Soudan du Sud, qui est devenu effectivement un pays, ou même on pourrait ajouter le Sahara occidental, qui embêtait aussi les Américains. On se dit, on ne veut pas créer de précédent en allant reconnaître le Somaliland.
Et vous ajoutez bien sûr le fait que l'Union africaine ne reconnaît pas le Somaliland, un peu pour les mêmes raisons. On ne veut pas créer de précédent, on ne veut pas s'embarquer dans ce genre de processus violent d'accession à l'indépendance. Ça doit être consensuel autant que possible. Et les États-Unis, pour ne pas être isolés, pour respecter le consensus, ont toujours accepté de ne pas trop s'impliquer là-dedans. Additionnellement, il faut dire qu'on a très peu d'intérêt en Somalie et au Somaliland par extension. L'essentiel des activités militaires américaines et de l'intérêt stratégique est juste à côté, à Djibouti. Guillaume peut mettre une carte à l'écran en ce moment. Vous verrez la proximité, la disposition générale entre la Somalie, le Somaliland et Djibouti. Et maintenant, ce qu'on nous dit, et vous voyez aussi la posture géographique. Apparemment que les Américains sont actuellement en train de négocier avec le Somaliland pour leur offrir la reconnaissance en échange qu'ils accueillent les Palestiniens. C'est donc effectivement un énorme quiproquo. C'est une tentative. Écoutez, c'est un deal de collusion, de corruption, carrément au grand jour de la part de Washington, qui offre un cadeau permanent, indélébile, une concession historique à un pays qui n'en est pas un, pour qu'il accepte de faire ce que les autres n'acceptent pas. Et bien sûr, ça cause beaucoup de réactions. Ça entraîne beaucoup de réactions, tant à l'échelle internationale, chez les Palestiniens, aux États-Unis, dans les pays arabes, qu'au Somaliland lui-même. Et là-dessus, la discussion. Les habitants et les analystes estiment que le projet israélien de déplacer de force les Palestiniens de Gaza vers le Somaliland risque d'enflammer la région. Ces derniers mois, la petite région côtière d'Afrique de l'Est du Somaliland a fait la une des journaux internationaux après que plusieurs républicains de premier plan aux États-Unis ont approuvé un projet de loi visant à reconnaître comme un État indépendant. La question de l'indépendance du Somaliland vis-à-vis de la Somalie divise depuis longtemps la région. Bien que le territoire ait proclamé sa souveraineté dans les années 90, il n'est ni reconnu par Mogadiscio ni par aucun autre gouvernement mondial. Récemment, les républicains de la Chambre des représentants des États-Unis, dont le représentant Scott Perry de Pennsylvanie, le représentant Pat Harrigan de Caroline du Nord et d'autres poids lourds conservateurs, ont soutenu la demande de reconnaissance. Toutes les revendications territoriales de la République fédérale de Somalie sur la zone connue sous le nom de Somaliland sont invalides et sans fondement, indique le texte du projet de loi présenté en juin. À peu près au même moment, des informations dans les médias ont fait surface selon lesquels Israël aurait contacté le Somaliland comme un lieu possible pour réinstaller les Palestiniens qu'ils envisagent d'expulser de Gaza. Les défenseurs des droits de l'homme du Somaliland ont exprimé leur inquiétude quant au fait que la réinstallation forcée des Palestiniens pourrait rendre le Somaliland complice du génocide contre les Palestiniens à Gaza, craignant que les pays qui sympathisaient auparavant avec le Somaliland puissent potentiellement retirer leur soutien. Il est question surtout des pays arabes et des régimes islamiques de la région. Lors d'une conférence de presse à la Maison-Blanche début août, le président Donald Trump a abordé la question. « Nous étudions la question en ce moment », a-t-il déclaré en réponse à une question sur son soutien à la reconnaissance du Somaliland si celui-ci acceptait les Palestiniens. Bonne question. En fait, une autre question complexe, et nous y travaillons actuellement, a-t-il ajouté sans donner de réponse claire. Moins d'une semaine plus tard, le sénateur républicain Ted Cruz a adressé une lettre à Trump appelant à la reconnaissance du Somaliland. En réponse à la lettre de Cruz, l'ambassadeur de Somalie aux États-Unis a publié une déclaration avertissant que toute atteinte à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la Somalie renforcerait les groupes armés et déstabiliserait toute la région de la Corne de l'Afrique. Al Jazeera a contacté les ministres des Affaires étrangères et de l'Information de Somaliland pour obtenir leurs commentaires sur le projet de relocalisation forcée des Palestiniens et pour savoir s'ils étaient en pourparlers avec les Israéliens à ce sujet, mais personne n'a répondu. Le Somaliland n'a pas commenté la relocalisation forcée des Palestiniens, mais les responsables ont ouvertement déclaré qu'ils saluaient la considération américaine pour sa reconnaissance. Alors voilà. Les Américains proposent maintenant de créer un nouveau pays, un pays qui est reconnu actuellement par personne, mais de créer un nouveau pays de par la force de leur reconnaissance, en échange de l'accueil des Palestiniens, pas pour les intérêts américains, pour les intérêts israéliens. Ted Cruz, en passant, qui a reçu 2 millions de dollars de l'AIPAC au cours des derniers cycles électoraux.
Pourquoi je vous mentionne ça? C'est qu'il y a quand même un parallèle extrêmement intéressant ici. Alors que les États-Unis sortent de leur chemin et brisent une pratique diplomatique longuement établie depuis des années, depuis des décennies, depuis 35 ans, depuis la déclaration d'indépendance du Somaliland, on s'est toujours dit non, on ne veut pas embarquer là-dedans, ce serait contre nos intérêts, ça nuirait à notre relation avec les pays de l'Union africaine, ça nuirait nos pays avec la Somalie, qui est un partenaire des États-Unis dans la lutte au terrorisme, dans la lutte à la piraterie. On a besoin de la Somalie. On se disait, on ne veut pas perdre tout ce beau monde. Aujourd'hui, l'administration Trump est prête à envoyer tout ça dans le fond du drain, pas pour son propre intérêt, pour arranger Israël. Quand on parle d'Israël qui télécommande la politique étrangère américaine et que l'entièreté de la doctrine de politique étrangère des États-Unis au Moyen-Orient est déterminée non pas à Washington, mais à Tel Aviv, ou Jérusalem, comme vous le préférez, c'est exactement ce qu'on veut dire. Les Américains sont en train de créer un nouveau pays sur la commande d'Israël parce que personne n'est prêt à faire ce qu'Israël demande et ce qu'on veut faire conjointement avec les États-Unis, l'expulsion des Palestiniens. On nous dit maintenant, on va se créer un pays qui, lui, pourrait le prendre en échange, avec ce crime originel d'une manière. Et c'est pourquoi, oui, les autorités du Somaliland et la population elle-même est un peu réticente à tout ça. On ne veut pas obtenir l'indépendance en faisant un pacte avec le diable. Et on fait très attention et on est conscient de la possibilité qu'un certain nombre de partenaires stratégiques critiques actuellement qui ont permis la survie du Somaliland comme un quasi-État tout ce temps pourraient très bien faire désertion dans l'éventualité où on commet une forme de trahison de la sorte. Où on est effectivement, en pratique, concrètement, complice dans l'expulsion des Palestiniens. Ça n'aurait jamais été possible sans la collaboration d'un joueur comme le Somaliland. Donc, surveillez très bien au cours des prochaines semaines, prochains mois, mais il est fort possible que cette question du Somaliland devienne vraiment centrale à l'enjeu israélo-palestinien, à savoir, si on accepte, il faut comprendre là-dessus que c'est vraiment un dilemme incroyable pour les autorités du Somaliland. Mettez-vous à leur place. Vous avez créé un pays qui n'a jamais pu respirer de lui-même depuis le début, qui est effectivement, sous une espèce d'épée de Damoclès d'une intervention militaire imminente un jour, soit de la Somalie, en appui avec un autre, pour aller reprendre l'autorité sur l'entièreté de son territoire, et qui doit fonctionner à partir, en s'accrochant du bout des ongles sur l'appui international de quelques joueurs. On a lutté très fort pour ça, pour survivre jusqu'ici. Alors la perspective, la possibilité d'obtenir aujourd'hui un pays digne de ce nom, reconnu par Washington, avec un siège, avec une ambassade, c'est extrêmement attrayant. Et la question se pose donc à savoir, est-ce que le pacte avec le diable en vaut la peine? Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Si on relocalise 300, 400, 500 000 Palestiniens, une cause avec laquelle on a une proximité historique, avec laquelle on a une sympathie historique, est-ce que on se retrouvera, nous, comme des héros pour la cause palestinienne ou comme des zéros? On semble évaluer actuellement qu'on sera des zéros parce qu'on aura collaboré à l'expulsion plutôt que collaborer à la relocalisation. Alors voilà. Sur le même ordre d'idées, on se parlait justement de ces tentatives d'Israël, campagne expansionniste, qui avait été motivée encore plus, alors que les pays occidentaux comme la France, le Canada, le Royaume-Uni, et maintenant additionnellement, on en parlait la semaine dernière, la Belgique, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, à peu près tout le monde et sa grand-mère veut reconnaître la Palestine maintenant. Israël était naturellement motivé à aller sécuriser des gains avant ce fameux sommet, cette fameuse rencontre des Nations unies en septembre. Eh bien maintenant, Israël, après avoir pris le contrôle de Gaza ou lancé la prise pour le contrôle de Gaza, on nous parle d'une annexion complète et totale de la Cisjordanie. Article du New York Times. Un ministre israélien d'extrême droite appelle à l'annexion de la Cisjordanie. Écoutez bien les termes qui sont employés. Bezalel Smotrich a déclaré qu'Israël devait prendre le contrôle de la majeure partie du territoire, en partie en réponse aux mouvements internationaux croissants visant à reconnaître un État palestinien. C'est exactement ce qu'on se disait à la revue de presse.
faites attention, il se pourrait très bien qu'on tire dans le pied du projet palestinien en motivant, en donnant un échéancier extrêmement serré à Israël pour aller de l'avant et nous présenter une fois de plus devant le fait accompli. C'est la doctrine d'Israël. Ça pourrait être son slogan sur les plaques de voiture. La doctrine du fait accompli. On va faire quelque chose, ensuite, vous allez faire quoi? Nous enlever? Hors de question. Ça passerait par une guerre. Ça passerait par... Il n'y a aucun traité, il n'y a aucun bout de papier que vous allez nous envoyer. Netanyahou, notre premier ministre, est un criminel de guerre par la Cour pénale internationale. Merde, vous pensez vraiment que c'est un bout de papier qui va nous changer quoi que ce soit? À moins de débarquer avec une force, avec une forme de violence, on ne peut pas arrêter Israël. C'est pas ce que je suis en train de suggérer. Mais je vous dis qu'un État qui refuse d'être contraint et qui bénéficie d'un appui international sans limite, financier, militaire, logistique, politique, diplomatique, il n'y a rien que vous pouvez faire pour l'arrêter. Surtout s'il vous présente devant un politique du fait accompli. Vous ne pouvez pas remettre ça dans le tube de dentifrice. Alors voilà, le ministre israélien des Finances d'extrême droite, Bezalel Smotrich, a appelé mercredi le pays à annexer la majeure partie de la Cisjordanie occupée, où vivent environ 3 millions de Palestiniens, une décision qui aggraverait l'isolement international croissant d'Israël. L'annonce de M. Smotrich intervient après qu'un nombre croissant de pays, dont des alliés de longue date d'Israël comme la Grande-Bretagne et la France, ont annoncé leur intention de reconnaître un État palestinien ce mois-ci. Ils ont également exigé la fin immédiate de la guerre à Gaza. Loin de freiner les partisans de la ligne dure israélienne, ces déclarations les ont incités à redoubler d'efforts. Mercredi, M. Smotrich a déclaré qu'Israël devrait annexer environ 82% de la Cisjordanie, ce qui constituait la réponse appropriée aux démarches internationales visant à reconnaître un État palestinien. Il a qualifié cette mesure de mesure préventive contre l'assaut diplomatique qui est prévu contre nous. L'objectif principal est d'éliminer une fois pour toutes cette idée d'un État palestinien, a-t-il déclaré à des journalistes à Jérusalem. M. Smotrich a fourni peu de détails sur ce plan. Qu'est-ce que ça signifierait pour les Palestiniens vivant dans les zones annexées? Israël a longtemps hésité à annexer officiellement la Cisjordanie, notamment par crainte d'une réaction internationale. On ignore si Netanyahou, le premier ministre israélien, soutient la proposition de Smotrich. Mais même la menace d'annexion de la Cisjordanie a semblé attiser les tensions diplomatiques. Les Émirats arabes unis, qui ont normalisé leurs relations à travers les accords d'Abraham, ont émis un rare avertissement après l'annonce de M. Smotrich, selon laquelle l'annexion constituerait une ligne rouge. Une autre responsable émirienne a déclaré dans un communiqué que la réponse proposée porterait gravement atteinte à la vision et à l'esprit des accords d'Abraham. Ce qu'on est en train de dire, c'est faites attention. C'est pas parce que nous, on a signé les accords d'Abraham qu'on est prêt à accepter n'importe quoi. Et là, vous arrivez à un point où on parlait de l'expulsion de Gaza, ça c'était correct, mais la Cisjordanie, c'est la ligne rouge. OK. Alors, vous voyez la réponse israélienne, et c'est le pire, c'est enrageant parce que c'est celle qu'on avait prédit. On aurait pu s'asseoir ensemble, remplir un billet de loto avec exactement ces prédictions à dire. Faites attention, les cabochons qui sont en train de vous lancer une reconnaissance de la Palestine sans rien attacher avec rien sont en train de motiver, d'allumer un feu en dessous du derrière d'Israël pour accomplir ses objectifs dans l'état prospectif de la Palestine. Il était question donc dans la somme de Gaza et de la Cisjordanie. Qu'est-ce qu'on fait? On prend Gaza et on annexe la Cisjordanie. Et en même temps, vous parlez d'un potentiel retour au Liban. Alors là-dessus, c'était prévisible. Cette reconnaissance, elle avait un danger énorme, c'était un danger fondamental, c'était celui de briser, de saboter le projet palestinien. On aurait voulu le détruire de l'extérieur, qu'on n'aurait pas pu faire mieux. On continue avec le prochain dossier. Cette fois, on se déplace du côté du Liban, justement. C'est quelque chose qu'on a suivi un peu dans les dernières semaines et qui commence à m'embêter de plus en plus. Je commençais par lever graduellement un drapeau jaune, à dire « Attention tout le monde, la discussion, la négociation entre le Liban, Israël, les États-Unis et le Hezbollah ne se passe vraiment pas très bien. » On se souvient, on a eu l'affrontement, on a détruit à peu près le commandement au complet du Hezbollah. Le groupe s'en est trouvé affaibli et considérablement dégradé. Et ensuite, ça a permis
au Liban, avec son nouveau gouvernement appuyé par les États-Unis, la France, les pays occidentaux, d'avoir une espèce de momentum pour, dans le processus de paix, exiger du Hezbollah le désarmement et le retrait au-dessus de la rivière Litanie. Tout ça, c'était des concessions qui étaient très circonstancielles, qui étaient attribuables à la faiblesse incroyable du Hezbollah, qui était incapable de négocier. Mais quand même, le Hezbollah disait « on n'était pas convaincu qu'on allait obtempérer à l'entièreté des concessions qu'il avait faites. On avait bouché notre nez et fait comme si on allait collaborer, mais ce qui s'est avéré, en fait, dans les mois qui ont suivi, c'est qu'Israël n'a pas respecté du tout ses engagements du cessez-le-feu. On a continué à bombarder au Liban, on a continué à occuper même des villages dans le sud, près de la frontière. Et donc, en réponse, le Hezbollah, parfaitement de manière compréhensible, a dit, vous savez, si Israël ne respecte pas ses engagements, pourquoi est-ce que nous, on accepterait de se désarmer? Ça, c'est le prétexte qui est utilisé, on s'entend. Le Hezbollah ne se désarmerait pas quand même. Même si Israël avait respecté ses accords, je serais extrêmement surpris de voir le Hezbollah dire « Ah, mais voilà, Israël est parti, on n'a plus de raison d'exister comme groupe de résistance. » Le Hezbollah existe justement comme une faction politique, comme un groupe armé avec une influence considérable, et il refuse toute forme de concession, tant au niveau militaire que politique. Il veut rester dans le calcul politique au Liban, et on essaie de l'en extraire. Alors, maintenant que la tension a baissé un peu depuis ce cessez-le-feu, que le Hezbollah est en mesure de reprendre un peu du poil de la bête, on est en mesure de reprendre un peu d'énergie, reprendre un peu de ressources, de renommer justement des gens à l'état-major et d'avoir une forme de structure à nouveau, eh bien, de manière parfaitement prévisible, le Hezbollah refuse de se désarmer. Et tout ça entre vraiment face à face avec le processus commandé depuis l'extérieur, alors que les États-Unis tapent du pied et commencent à vraiment se tenir au-dessus de l'épaule du président Joseph Aoun, le président libanais, pour lui dire « Là, ça presse, là. Tu dois maintenant désarmer le Hezbollah pour un ensemble de raisons. » On dit parce que si le Hezbollah est encore là et que notre processus de cessez-le-feu ne tient pas la route, ben là, nous, on a plein de trucs qui ne marchent pas en conséquence. L'Arabie saoudite était censée venir financer ta reconstruction, le Liban. Si tu ne nous sors pas l'Hezbollah, l'Arabie saoudite nous a dit qu'elle n'embarque pas. Si l'Arabie saoudite n'embarque pas, les autres pays arabes, les autres pays du Golfe nous ont dit aussi qu'ils ne voulaient pas embarquer. Alors là, tu dois agir maintenant. Ensuite, et Tom Barak, qui est l'envoyé américain au Moyen-Orient, ambassadeur en Turquie, et qui est libanais lui-même, en fait, ou du moins, je crois qu'il y a une partie de sa famille qui est libanaise, mais une portion d'héritage libanais, et qui disait, vous savez, les Libanais, vous devez faire attention parce que là, la Syrie est en train de se relever, et la Syrie regarde le Liban en disant, et c'est la déclaration de Tom Barak, en disant, le Liban, c'est notre resort de plage, c'est notre beach resort. Donc Tom Barak est en train d'essayer de motiver le Liban à se réveiller en lui faisant une allusion de la possibilité que la Syrie pourrait prendre le Liban. Et ça a choqué énormément, vous comprendrez, au Liban, où des gens qui ont... Es-tu en train de remettre en doute la viabilité du pays, toi, là? Es-tu en train de dire que, dans le fond, c'est pas acquis que le Liban, ça va rester un pays? Et c'est quelque chose qu'on entend souvent dans les coulisses, là. On entend souvent cette question de savoir peut-être que le Liban, effectivement, c'est le beach resort de la Syrie. Les Libanais eux-mêmes vont avoir intégré un peu ce discours dans le narratif puis dans leur identité nationale. Il y a une influence très forte et effectivement, historiquement, si on revient à comment le territoire a été divisé, il serait possible de voir un jour la Syrie avoir des prétentions, une revendication sur le Liban ou du moins une portion du Liban. Alors voilà, ces déclarations américaines, mise en addition avec l'incapacité du gouvernement libanais à arriver à une forme de compromis, et au Hezbollah qui refuse de donner ses armes, on s'oriente de plus en plus vers une guerre civile au Liban. On fait ensemble la lecture très rapide des principaux faits. L'armée libanaise va entamer l'application de son plan pour désarmer le Hezbollah. On nous dit donc, « All right, on commence. On s'en fout de la position du Hezbollah, on les désarme. » OK. A indiqué le ministre de l'Information à l'issue d'une réunion vendredi du gouvernement consacrée à l'épineuse question qui divise le pays. En août, sous la forte pression des États-Unis, la crainte d'une intensification des bombardements, le gouvernement a ordonné à l'armée d'élaborer un plan visant à désarmer le mouvement chiite pro-iranien d'ici la fin de l'année. Le Hezbollah s'oppose à son désarmement.
accusant les autorités de faire le jeu d'Israël et des États-Unis. Et les discussions du gouvernement sur cette question ont une nouvelle fois été boycottées par les ministres chiites, notamment ceux du Hezbollah et de son allié. M. Morcos a déclaré que le gouvernement saluait les mesures proposées par l'armée pour mettre en œuvre la décision d'étendre l'autorité de l'État par ses propres forces et de limiter la détention d'armes aux autorités légitimes. Autrement dit, juste le gouvernement devrait avoir des armes. Répondant aux questions des journalistes, il a affirmé que l'armée libanaise allait entamer la mise en œuvre du plan de désarmement du Hezbollah, mais dans la limite des moyens disponibles, restreint sur les plans logistiques, matériels et humain. Alors le Liban, si on lit entre les lignes, est en train de nous dire « On va commencer pour fermer la gueule des États-Unis, mais on va se traîner les pieds pour ne pas déclencher une guerre civile. » Le gouvernement a décidé de garder secret les détails du plan, selon la déclaration lue par le ministre, qui a ajouté que l'armée présentera au gouvernement un rapport mensuel sur la question. Vous voyez ce que je veux dire? Ils sont carrément en train d'essayer d'acheter du temps. Nouvelle ère. Selon les médias locaux, les 5 ministres chiites du cabinet, parmi lesquels les représentants du Hezbollah et du mouvement Hamas, son allié, ont quitté la réunion à l'arrivée du chef de l'armée pour présenter son plan. Ce n'est pas la première fois qu'il se retire des discussions à ce sujet. Le président du Parlement et chef d'Amal avait appelé dimanche à un dialogue calme et consensuel. Avant la réunion du gouvernement, vendredi, des panneaux représentant Nawaf Salam et le président Joseph Aoun ont été placardés dans les rues de Beyrouth avec cette légende. « Nous sommes tous avec vous, une armée, un État, une nouvelle ère pour le Liban. » Le gouvernement affirme que le désarmement du Hezbollah est prévu dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu. Encore une fois, le Hezbollah le refuse. Alors là-dessus, vous le voyez, on a tout simplement décidé de boycotter les négociations, de sortir de la pièce et essentiellement, au point où on en est actuellement, « come and take them ». Venez les chercher. C'est la réponse du Hezbollah. C'est-à-dire, oui, on est faible, oui, on n'est pas aussi influent qu'on l'était, oui, tous les astres sont alignés contre nous, l'Iran n'est pas en mesure de nous appuyer actuellement. Tout va contre, vraiment, le Hezbollah actuellement, mais on va conserver les armes, et si vous essayez de venir les chercher, ce sera avec aucune collaboration de notre part, peut-être même avec un affrontement. Donc là-dessus, les États-Unis, vous voyez un peu le jeu d'équilibre dans lequel tout le monde se place. Les États-Unis veulent que ça avance, veulent que ça aille quelque part, essaient de motiver un peu une réponse du gouvernement libanais, mais d'un autre côté, on ne veut pas non plus forcer une guerre civile, en pressant un peu trop le gouvernement qui serait forcé de rentrer dans les quartiers contrôlés par le Hezbollah et d'arriver à une forme de confrontation ou d'escalade. Alors, on veut à tout prix éviter ça et vous voyez donc l'espèce de jeu d'équilibre joué par tout le monde là-dedans. On continue très, très rapidement avec un autre dossier. On va passer rapidement là, sur la question de l'Ukraine. On a quelques développements par rapport aux négociations, alors que Poutine nous dit maintenant que des troupes étrangères en Ukraine seraient considérées comme des cibles légitimes, y compris pendant et après le conflit. Essentiellement, le discours de Poutine là-dessus vient nullifier les engagements, ou plutôt les suggestions qui avaient été émises par le Kremlin dans le cadre du sommet en Alaska avec Donald Trump. On s'était entendu pour des garanties de sécurité appuyées par les États-Unis. Et vous vous souvenez, ensemble, on trouvait absolument spectaculaire, absolument renversant l'idée que la Russie était prête à accepter une présence soit de troupes européennes ou soit de troupes américaines après la guerre en Ukraine. On se disait, mais c'est l'OTAN. C'est l'équivalent, c'est juste qu'ils n'ont pas la petite patch de l'OTAN sur leur uniforme durant cette journée, mais ce sont les mêmes soldats entraînés avec les mêmes moyens dans les mêmes pays, ça faisait aucun sens. En fait, voilà, Poutine a fini de remballer toutes les concessions qu'il avait faites durant ce fameux sommet. On réalise qu'il n'y a rien de tout ça qui a tenu la route. Le président russe, Vladimir Poutine, a menacé vendredi les alliés européens de Kiev de cibler leurs forces si elles étaient déployées en Ukraine et dont le nombre pourrait se compter en milliers en cas de cessez-le-feu. Bien que les négociations en vue d'une paix soient toujours dans l'impasse et que Moscou continue de rejeter tout cessez-le-feu, les alliés de Kiev, surtout au sein de l'Union européenne, s'efforcent depuis plusieurs semaines de déterminer les contours de leur soutien à l'Ukraine après la guerre. 26 pays, essentiellement européens, se sont engagés jeudi à Paris à contribuer aux garanties de sécurité pour l'Ukraine afin d'empêcher une nouvelle attaque de la Russie. C'est la fameuse coalition de volontaires, the Coalition of the Willing. Après l'entrée en vigueur d'une cessation des hostilités qui demeure hypothétique, si des forces, quelles qu'elles soient,
apparaissent sur place, surtout maintenant, au moment où des combats sont en cours, nous partirons du principe qu'elles seront des cibles légitimes, a déclaré M. Poutine lors d'un sommet économique à Vladivostok. Et si des décisions sont obtenues pour aboutir à la paix, à une paix durable, je vois tout simplement pas de sens à leur présence sur le territoire ukrainien, a dit Poutine. Personne ne doute que la Russie respectera pleinement un futur accord de paix. Donc Poutine qui dit au fond, attendez, là, vous voulez la paix, vous voulez mettre des soldats en Ukraine après la guerre? Moi, je vous dis tout de suite, si vous les envoyez pendant la guerre, ils sont considérés comme des cibles légitimes. Et si vous les envoyez après un processus de paix qu'on considère valide, ben, ils n'ont pas d'affaires sur place parce qu'on est en paix. Alors là-dessus, on revient vraiment au point de départ là, pour ce qui est de la position russe où on dit aucune garantie de sécurité. Les seuls qui ont le droit de se défendre, c'est l'Ukraine avec les moyens de l'Ukraine, point final. Aucune autre présence étrangère. Donc là-dessus, je vous dis, c'est un gros recul pour les Ukrainiens et pour les Européens qui avaient été en mesure, à travers les dernières semaines, d'arriver à une forme de semi-acceptation, du moins de tolérance d'une réalité qui était devenue un peu acceptée, comme quoi il y aurait une forme de garantie de sécurité à l'Ukraine après la guerre. La seule question était de savoir est-ce que les États-Unis ou pas allaient signer en bas de la feuille. Maintenant, on nous dit non, peu importe qui est là, on est game. Alors, le message, il est très clair. Comme je vous dis, on recule. On avance d'un pas, on recule de deux dans ces négociations en Ukraine. C'est vraiment très, très typique. Et pas de réponse de Trump pour ça. 2 semaines, le fameux mois, toujours de délai pour arriver à quelque chose, ça s'en va absolument nulle part. Je continue en quelques secondes là-dessus. Je vois que ça fait déjà plus d'1 heure qu'on est ensemble. Sur le Brésil. On se parle beaucoup du procès de Bolsonaro et de l'imminence d'un jugement, mais aussi, bien sûr, des implications géopolitiques de tout ça. Alors qu'on avait fait le suivi ensemble à la revue de presse des tarifs et des sanctions, carrément, on pourrait dire, c'est des tarifs punitifs qui avaient été imposés par l'administration Trump contre le gouvernement brésilien, spécifiquement contre Lula da Silva, qu'on estimait politiquement aligné contre Bolsonaro. Et on accuse le gouvernement brésilien de mener une espèce de chasse aux sorcières contre Bolsonaro. Là-dessus, Trump y voit beaucoup de parallèles avec ce que lui croit avoir vécu après l'élection de 2020, où, bon, on a fait une campagne judiciaire contre Donald Trump très, très rigoureuse et qui a été, bon, dénoncée de toutes parts sur la droite comme étant ce qu'on appelait du lawfare, une guerre juridique. Trump n'a jamais pardonné cet épisode, il s'en souvient encore et je crois qu'il a encore une dent là-dessus parce que, bon, il s'en est pris au Brésil dans le processus contre Bolsonaro, alors que Bolsonaro est accusé à peu près de la même chose que Trump dans la foulée des événements de 2020, lui pour l'élection de 2022, comme quoi Bolsonaro aurait essayé de s'accrocher au pouvoir et aurait comploté avec d'autres membres de l'état-major militaire politique pour maintenir son autorité, même après sa défaite électorale. Je ne suis pas familier avec les accusations, je ne suis pas familier avec les preuves qui ont été soumises, je veux juste vous le dire. C'est pas un témoignage de préférence ou de quoi que ce soit. Je veux pas commenter un dossier judiciaire que je ne connais pas. Tout ce qu'on sait, c'est que la condamnation sera publiée cette semaine, au cours des prochains jours. On s'attend à ce que le tribunal condamne effectivement Bolsonaro pour ses actions dans la foulée de l'élection de 2022. Et en conséquence de tout ça, vous avez des centaines de milliers de Brésiliens qui appuient Bolsonaro, qui sont dans les rues du Brésil à réclamer une amnistie pour le président, ou l'ancien président, devrais-je dire. Bolsonaro, bien sûr, qui est une figure extrêmement populaire au Brésil, probablement la plus populaire des dernières années, rivalisé un peu par Lula da Silva, mais probablement même pas dans la même ligue. Bolsonaro a vraiment ce qu'on appelle un cult following, où on a des centaines de milliers, des millions de Brésiliens qui sont vraiment un peu comme les MAGA de la première heure l'étaient pour Trump. Des fans dédiés coûte que coûte, qui vont prendre les rues, qui vont revendiquer pour lui, qui vont croire à peu importe quelle histoire est mise de l'avant et rejeter toute forme d'accusation. Donc là-dessus, la tension est en train de monter beaucoup au Brésil entre ces deux grands camps. Parce qu'il est important de le mentionner, le camp qui actuellement
mène le procès, si on veut, contre Bolsonaro, c'est le camp du président da Silva. Alors, il y a quelque chose d'éminemment politique là-dessus. C'est pas juste un tribunal ou juste un gouvernement quelconque qui s'en prend à l'ancien président. C'est un président détesté. C'est celui qui a battu Bolsonaro, détesté par tous ses fans. C'est un peu comme si, pour faire l'exercice, c'est comme si Joe Biden avait essayé de mettre Donald Trump en prison après l'élection de 2020. C'est la même chose. Et que Trump avait été condamné. Et là, imaginez les manifestations dans les rues aux États-Unis. Imaginez qu'on voulait l'interdire de se présenter en 2024 et ça aurait été assez volumineux. Trump a réussi à sortir de cette campagne à travers, une défense légale. Pour la plupart, ça a été nullifié. Certaines causes ont mené à des amendes qui ont été repoussées plus tard. Il s'en est sorti relativement bien sans ce genre de méga manifestation. Pour ce qui est de Bolsonaro, on n'a pas les mêmes moyens au niveau financier. C'est pas un multimilliardaire, bien sûr. Et on a limité considérablement ses possibilités. Il n'avait pas la possibilité de voyager. On lui a privé de son passeport. Donc, les États-Unis suivent tout ça de très près. On a mis des tarifs et des sanctions au Brésil en conséquence de ce qu'on imaginait une condamnation éventuelle. Et cette semaine, la condamnation sera publiée. Donc, attendez-vous à des manifestations monstres, possiblement à des affrontements violents dans la capitale ou même aux alentours dans les grandes villes. C'est triste à dire, mais le Brésil arrive vraiment à une croisée des chemins là-dessus vis-à-vis à sa trajectoire politique, à qu'est-ce qu'il veut choisir. Bolsonaro avait tenté de rapprocher le pays beaucoup des États-Unis. Lula da Silva, de son côté, vise beaucoup plus un rapprochement avec la Chine et la Russie. D'ailleurs, ce qui m'amène à ma prochaine nouvelle là-dessus, alors qu'on apprend qu'il y aura un sommet des BRICS au cours des prochains jours, un sommet privé, virtuel, derrière les portes closes. Le discours de Poutine, on nous avertit ici par l'agence de nouvelles russe que le discours de Poutine ne sera pas disponible pour les médias. C'est un discours qui sera fait donc derrière les portes closes. Et mentionnons ici en terminant, c'est pourquoi je trouvais intéressant, le sommet extraordinaire d'aujourd'hui a été initié par le président brésilien Lula da Silva pour aborder les menaces qui pèsent sur l'ordre mondial multipolaire et élaborer la réponse consolidée de l'association aux tarifs et sanctions des États-Unis. Donc essentiellement, en réponse à tout ça, vous avez le président brésilien qui cale un sommet des BRICS, qui demande à ce qu'on se rencontre pour parler des menaces contre le monde multipolaire et on convie donc les alliés des BRICS à une discussion spécifiquement sur la question des tarifs. À faire, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On devrait tous réagir de la même manière. Alors voilà, les États-Unis, c'est un peu un suivi sur ce dossier qu'on a fait, une analyse, disons, progressive de semaine en semaine. On a commencé par relever quelles étaient les dynamiques qui invitaient les États-Unis à être intéressés par le Brésil, l'alternance entre les différentes allégeances. Et maintenant, on est en train de comprendre à quel point les États-Unis sont en train de pousser le Brésil vers la Chine et la Russie. En l'occurrence, avec ce genre de nouvelles, vous voyez la réaction. La réaction du Brésil, c'est pas d'essayer une détente avec les États-Unis, plutôt c'est de se braquer, comme l'a fait l'Inde avant elle, et d'essayer d'aller voir ses alliés, ses amis, pour de l'appui. Donc là-dessus, le monde est vraiment en train de changer. Définitivement, les rapports de pouvoir sont en train de changer à travers le monde. Merci à tous d'avoir été là pour cette revue de presse. C'était un grand bonheur. Je vous aime. Semez l'amour, partagez l'espoir. Bye bye.